Je suis arrivé à l'automne 68 à Paris. Donc mai était déjà révolu. Il y avait encore des retombées, il y avait encore des quarts de CRS à la Sorbonne, mais vraiment ça n'affectait pas outre mesure la vie courante, non plus que la vie intellectuelle. Puis à l'époque, on proclamait que le structuralisme était révolu. Puis bon, ça n'empêchait pas on travaillait très bien. Il y avait Marshall Salins qui avait un bureau à côté du mien euh, au Collège de France. On avait les séminaires hebdomadaires de Lévi-Strauss au Collège de France, c'est-à-dire chacun d'entre nous présentions à l'occasion des communications. Et ça allait, je continuais à travailler en mathématiques avec Bernard Jolin et Philippe Richard et en informatique au Collège de France avec le Prince Seringuet et à l'école des hautes études en sciences sociales dans la section mathématiques avec Bernard Jolin et Philippe Richard. Alors ça, on continuait, puis on développait la formule canonique, on développait des approches, des modèles mathématiques dans la ligne de ce que j'avais fait sur l'élément de parenté. Et la vie intellectuelle, ça y était, c'était Sartre, c'était les controverses, enfin, les ententes ou les mésententes entre Sartre et Lévi-Strauss, et puis avec Lacan, bon, puis Jacobson qui venait, Roman Jacobson qui venait, parce qu'on avait travaillé avec Jacobson aussi et Chomsky, et Jerry Bruner à Harvard, au Harvard Center for Cognitive Studies, où on avait des séminaires hebdomadaires. Et pendant 3 ans, donc, on a travaillé avec ce groupe-là. Et on a bien vu le conflit entre Jacobson et Chomsky. Parce que Jacobson qui disait que Chomsky ne comprenait pas la sémantique. Et il faisait que des modèles de transformation. Et que ces analyses étaient c'était du travail dans les nuages. Alors que la véritable linguistique, c'était le sens que les humains donnent aux mots. Et non pas simplement une série de manipulations abstraites. Donc les modèles génétiques du langage ou de la langue, l'analyse, donc le terme qu'on utilisait, que les Chomsky utilisaient. Mais alors ça avait beaucoup de popularité dans les départements de linguistique parce que c'est facile à faire des thèses de doctorat avec cette approche-là. Et donc Jacobson était un peu aigri, voyant qu'on était en train de corrompre la linguistique. Mais alors il venait à Paris et il vivait chez Lacan. Mais on dînait ensemble chez Lévi-Strauss. Mais Lévi-Strauss n'aimait pas Lacan. Hein. Lacan et Lévi-Strauss, non, ça n'allait pas du tout. Alors ça faisait un peu bizarre. Jacobson qui couchait chez Lacan, mais dînait chez Lévi-Strauss avec nous. Mais bon. Alors tout ça, c'était dans l'évolution, enfin la démarche intellectuelle, la démarche politique aussi, avec le structuralo-marxisme qui était très, très en vigueur à l'époque. Alors il y avait Godelier, évidemment, il y avait Isard, il y avait, qui était moins branché politiquement, il y avait Pouillon, il y avait Kiva. Mais pas du côté quand même, du côté des mathématiciens, du côté de l'école des hautes études en sciences sociales, secteur mathématique. Alors là, il n'y avait pas de prise de position quant au structuralisme ou quant au marxisme ou quant à l'association entre les deux, aux relations entre les deux. Alors la vie intellectuelle était, oui, ça allait bien, et c'était ardent, et le structuralisme avait certainement, qui conservait encore son intérêt, et ça a été manifeste à la suite dans de très nombreux colloques et congrès, et le grand prix que Lévi-Strauss a reçu de l'American Anthropological Association. Et oui, d'ailleurs, je reviendrai peut-être un peu là-dessus sur la popularité de Lévi-Strauss aux États-Unis,
ou dans les universités nord-américaines. Lorsque on a été recruté par UBC, c'était parce que, justement, le département francophile voulait en savoir plus sur le structuralisme français, le structuralisme lévi-straussien. Et lorsque j'ai eu les offres d'emploi, avant de me rendre en France, j'avais répondu aux différents directeurs de département qui m'avaient invité à me joindre à leur équipe professorale. Je leur avais dit que j'avais décidé de partir pour la France, l'école des hautes études dans les sciences sociales. Et alors ils m'ont répondu à Berkeley comme à Princeton, comme à ailleurs, Ivy League, Berkeley et le reste, que non, écoutez, ça augmente encore votre valeur à nos yeux. Alors venez, venez, venez. Mais bon, alors comme je l'ai indiqué précédemment, ma femme me décidant que c'était, enfin, insistant que c'était mieux qu'un de nous deux, quand même, soit dans son pays d'origine, c'est à Vancouver qu'on a donné la préférence. Bon, alors là, au département, il y avait, ce qui était très intéressant, au département, c'était la forte cohorte d'océanistes. Alors, il y avait Belchat, il y avait les Hawthorne, il y avait puis aussi les recherches amérindiennes sur la côte ouest. Et alors là, je me suis intéressé aux Salish, parce qu'il y avait le BC Indian Language Project dans lequel j'étais impliqué, et qu'il s'agirait j'étais un instrument pour revaloriser les langues autochtones et empêcher leur disparition. Alors avec Randy Bouchard, on a fait beaucoup de travaux sur les grands mythes salish. Et c'était à l'époque à laquelle paraissait L'Homme nu, donc sur les Indiens de la Colombie-Britannique, mais aussi les Indiens de l'Amérique du Nord, mais avec le climax en Colombie-Britannique. Et donc, cette conjonction-là entre mes recherches sur le terrain avec l'équipe des linguistes et l'apparition de L'Homme nu a fait que j'ai fait venir Lévi-Strauss à Vancouver 2 fois et que on a fait avec lui, on a eu des expériences assez extraordinaires. Par exemple, on pouvait assister aux grandes danses d'hiver des Salish, les grandes danses initiatiques. Alors, les Blancs n'avaient pas le droit d'y assister, mais les chamans avaient dit à 2 de mes étudiants à UBC, qui faisaient des maîtrises sous ma direction, 2 psychiatres qui avaient travaillé, une norvégienne et lui un autrichien, qui avaient fait leur doctorat en psychiatrie à McGill et qui avaient travaillé 12 ans sur l'impact neurologique des tambours et des tam-tams en Afrique. Et alors ensuite, ils sont arrivés à Vancouver et ils ont décidé qu'ils faisaient une maîtrise en anthropologie. Alors ils travaillaient sous ma direction et ils avaient été nommés chamans honoraires par les Salish pour qu'ils représentent les chamans Salish lors de congrès internationaux de psychiatrie. Et ce qu'ils faisaient. Et à cause de cette bonne relation entre chamans et les Gilek, qui s'appelaient Gilek, Wolfgang Gilek et Louise Gilek Hall, qui ont écrit d'ailleurs, qui ont fait des publications, puis qui ont collaboré à le livre que j'ai fait sur les Soviet Structural Folkloristics. On a pu, grâce à eux, assister à ces cérémonies, ces grandes cérémonies de danse d'hiver. Alors, il y avait une équipe de chamans qui partait en voiture, en break, pour se rendre dans les Red Light de Seattle et de Vancouver, pour récupérer les Amérindiens, des Salish, qui étaient narcomanes, qui étaient alcooliques, et qui les amenaient de force au lieu, dans leur
au lieu mère, pour ainsi dire, des réserves. Et là, ils les soumettaient à un régime extrêmement dur, extrêmement strict. Alors, de grands jeûnes, des bains dans l'eau glacée du fleuve Fraser, des danses épuisantes pendant des heures et des heures, jusqu'à ce que chacun trouve son chant. Et alors ils disaient, c'était très très intense, et ça durait toute la nuit. Et alors, ils étaient tous couverts de branchages, de conifères. Il y en avait entre 12 et 20, ça dépendait des années, puis des circonstances. Et alors, à tour de rôle, ils devaient faire quelques pas de danse, entourés d'une batterie de percussions, c'est-à-dire des chamans, hommes et femmes, qui tapaient sur les tambours de chamans, ils tapaient à tout casser, et alors là, ils devaient faire le tour de la piste, qui était assez grande, la piste de danse, et revenir et essayer de trouver, chacun devait essayer de trouver son chant, le chant par lequel il existerait. Et alors, il finissait par le trouver, oui, il finissait, souvent il tombait aussi, d'inanition. Et alors, il fallait que les ramener, puis les réconforter et tout. Mais alors, ça durait un mois, mais c'était donc très épuisant, il y en a qui mouraient. Et la gendarmerie royale a arrêté, mis en examen des prêtres, des chamans et des chefs de tribus. Et on a dû témoigner, nous, parce qu'ils étaient accusés de meurtre. Et alors, on a dû témoigner qu'effectivement, c'était un rite très important pour récupérer des épaves sociales, pour ainsi dire, et les ramener au sein de leur culture mère, même si cela entraînait parfois des décès regrettés, mais qu'ils avaient parfaitement le droit de vivre comme ils le faisaient et de continuer à utiliser les mêmes rituels. D'ailleurs, j'en ai interrogé de ces... Bon, puis à un même moment, ça avait des répercussions en Californie, avec le Rebirth. Alors, le Rebirth, c'était une copie très pâle de ce qu'on vivait en Colombie-Britannique, chez les Salish. Colombie-Britannique et l'Oregon, parce que c'était la frontière. Les Salish ne connaissaient pas les frontières canadiennes et américaines. Alors, j'en ai interviewé, hommes ou femmes, et je leur demandais quel âge as-tu. Il y avait 22, 23, 25 ans. Ils me disaient, j'ai 2 ans, ou j'ai 3 ans. Parce que pour eux, c'était le rebirth qui comptait, c'est-à-dire la vraie naissance, le retour à leur identité originale, et que de cette façon, ils avaient récupéré ce qu'ils devaient être. Bon, toujours est-il que tout ça, ça se passait. Alors, on était très occupés, bien en même temps, on retournait au Salomon. Alors, on travaillait fort, puis on enseignait. Alors, le structuralisme avait beaucoup d'intérêt, ça attirait beaucoup d'étudiants, à la fois des étudiants du premier cycle, des étudiants de maîtrise et de doctorat. Alors, j'ai dirigé des thèses, des mémoires de maîtrise et des thèses de doctorat, jusqu'à ce que, Lévi-Strauss revienne, et à ce moment-là, soit filmé par l'équipe, il est venu pour un mois, et il a été suivi pendant 3 semaines par l'équipe du National Film Board of Canada, l'ONEF, et qui a fait un tournage, qui a tourné je ne sais pas combien de centaines de mètres, de milliers de mètres de pellicule pendant 3 semaines, à ces trousses continuellement. Alors tout ça, les rushs doivent être à l'Office national du film, mais qu'est-ce qu'on pourrait en tirer, je ne sais pas. Enfin, ça a donné La Voix des masques, c'est-à-dire Behind the Masks, où Lévi-Strauss a repris La Voix des masques, mais en anglais, et avec une démonstration dans un séminaire au musée anthropologique de UBC.
Bon, et alors à ce moment-là, ma législatrice a dit, écoutez, bon, viendriez-vous au Collège de France? Alors je dis, bah, pourquoi pas. Alors, en 75, j'ai fait un cours au Collège de France. Et après ça, c'est Laval qui s'est mis à Yvan Breton, qui était au département d'anthropologie, et qui a dit, bon, ben, je voulais absolument que je vienne pour un an. Alors, il m'a fait venir comme professeur-chercheur invité. Et là, ben, il m'a proposé... alors, on est venu, on a quitté UBC en congé sans solde. Ben, Elie, à ce moment-là, était en sabbatique. Alors, et moi, j'ai pris un congé sans solde. Et Yvan voulait renforcer la composante structuraliste au département pour compenser le poids trop considérable, à son avis, du marxisme. Alors, il y avait déjà Bernard Saladin, il y avait Yvan Simonis, et alors il a fait venir Eric Schwimmer, il a fait venir Bernard Arcan de McGill, Schwimmer de Toronto, et moi-même de Vancouver. Alors là, après un an, il fallait décider. Alors, on tient un conseil de famille et les enfants disent Vancouver, that's good life. Quebec, life is culture. Alors, on préfère la culture à la vie plus détendue de la côte ouest. Évidemment, à ce moment-là, il y avait toujours la tension entre Vancouver et Toronto. Les gens de l'Ouest qui disaient non, ça n'a pas de sens. Et les gens de l'Est, vous êtes fous. Toronto, Montréal, vous travaillez comme des cons, alors que nous, on prend la vie mollo, non, on ne se casse pas les pieds. Hein. Alors vous, vous exagérez. Puis alors les gens de Toronto ou de Montréal qui venaient à Vancouver, disaient non, on ne peut pas rester ici. Il faisait 6 mois au max, puis ils disaient non, ça traîne continuellement. On ne peut pas, c'est frustrant, on ne peut rien faire, on n'arrive à rien. Alors ils rentrent à Toronto ou à Montréal. Alors il y avait cette relation-là entre l'Est et l'Ouest qui, dans une certaine mesure, existe encore, mais avec la prévalence de l'Asie à Vancouver maintenant, et surtout de la Chine, et des immigrés de Hong Kong, la vie a pris une tournure bien différente. Bon, mais tout ça pour dire que, alors, on décide de rester. Et donc, à l'époque, je n'avais pas d'enseignement à faire, j'étais professeur-chercheur pour 3 ans, mais je participais quand même à des réunions de conception d'un grand projet qui a avorté, un grand projet d'équipe au département sur les cultures autochtones. Et malheureusement, ça n'a pas été bien reçu. Je faisais le séminaire de doctorat, oui. Et alors, la vie au département, c'était harmonieux, c'était bien. Il y a eu des conflits, il y a eu entre deux profs à certains moments ou 2 autres collègues à un autre moment. Mais en général, les réunions du département étaient intéressantes parce qu'on travaillait sur des sujets toujours avec une perspective théorique en tête. Et donc, lorsqu'on abordait certains points de détail, d'administration, de gestion des cours, on avait toujours une sorte de cadre théorique présent à l'esprit et qui faisait que nos échanges étaient beaucoup plus harmonieux qu'ils l'ont été par la suite. Parce que récemment encore, il y a eu des relations plus ou moins orageuses entre certains collègues, ce qui n'était pas le cas lorsque j'étais encore professeur actif au département. Vers la fin, avant de prendre ma retraite, j'ai été directeur du département. Alors là, j'ai voulu ouvrir la Tour d'Ivoire, faire
une porte, ouvrir une porte au bas de la Tour d'Ivoire pour faire simplement, pas monter les gens dans la Tour d'Ivoire, mais au moins entrer au premier niveau. Et alors c'est là que j'ai fait venir Lise Payette. Alors c'était dans un très grand amphithéâtre en médecine. Il y avait foule et ça a donné beaucoup de notoriété au département. Les inscriptions étaient très, très nombreuses à l'époque. On était une vingtaine de profs, 22, 23, 24, alors que maintenant, le nombre est beaucoup plus restreint. Alors, les étudiants, oui, ça marchait fort, donc tous les cours, tous les cycles. Et avec d'autres activités pour faire connaître l'anthropologie, c'était intéressant, on était plus impliqués dans le milieu. Avec Bernard Arcan, j'avais travaillé aussi à réviser certaines pratiques du département pour rendre plus conforme la distribution des tâches à un modèle équitable. Alors on a beaucoup travaillé là-dessus, et malheureusement ça n'a pas eu le succès, l'effet qu'on espérait. On a aussi travaillé avec les midis anthropologiques, et ça c'était très intéressant. Et ça a marché pendant un bon moment, c'est-à-dire qu'on lunchait ensemble à la salle de la faculté de midi à 1h30. Alors on apportait nos sandwichs et puis il y avait quelqu'un qui faisait l'exposé. Ensuite ça a été transposé au soir. Alors ça devenait de 7h30 ou de 9h à 11h, enfin en soirée. On faisait ça a duré aussi un bon moment et ça marchait très bien. Mais après mon terme de mon mandat de directeur, en 80, je ne sais plus, 95 ou quelque chose comme ça, là j'ai continué à faire de la recherche, mais j'ai aussi commencé à prendre une retraite graduelle. La raison principale en étant que j'en avais marre de corriger les fautes d'orthographe, les fautes de style et les imprécisions langagières des étudiants de maîtrise et de doctorat, et puis aussi de premier cycle. Alors c'était tellement mal foutu, maintenant, heureusement que c'est rétabli maintenant. Il y a eu beaucoup de projets, je remarque ça, beaucoup de profits. Je remarque ça avec mes auxiliaires de recherche, parce que j'ai eu des auxiliaires de recherche toute ma carrière, j'en ai eu 150 ou 200, et toujours, j'ai procédé de la même façon. D'abord, leur faire écrire un texte pour leur demander en quoi le projet dans lequel ils pourraient s'inscrire les intéresserait. Et alors, c'est là que je leur demandais 4 ou 5 pages. Et alors là, je voyais dans quelle mesure ils écrivaient, d'abord en anglais, évidemment, quand j'étais à UBC. Ensuite, à Paris, c'était pareil, quand j'avais une équipe de recherche à l'École des hautes études. Et puis, ensuite à Laval. Donc, et j'ai remarqué que depuis quelques années, la qualité du français, la compétence langagière des étudiants de premier, de deuxième et de troisième cycle s'est beaucoup améliorée. Mais donc, la raison pour laquelle j'ai pris une retraite anticipée, c'était ça, c'est que non, là j'en avais vraiment assez de faire un travail de correction d'école primaire. Alors, je n'étais pas un maître d'école primaire. Donc, et puis, surtout, ce qui était terriblement irritant, c'était de voir que certains étudiants avaient de bonnes idées, mais ils s'arrangeaient pour dire le contraire de ce qu'ils pensaient, tellement ils maniaient mal la langue. Alors, ça déconnait. Mais c'est pas ça qu'il voulait dire. Mais non, c'est pas ça. Ben oui, mais qu'est-ce que vous vouliez dire? Ben, je voulais dire que c'est comme ça. Ben oui, mais regardez comment vous avez écrit ça. Là. Ben non, ça tient pas. Alors j'ai refusé de lire, et ça vient irriter Schwimmer à un moment donné, parce que je refusais de lire des mémoires de thèse, des mémoires de maîtrise qu'il avait dirigés. Alors, heureusement, comme je le dis, il y a une amélioration, une nette amélioration. Alors, je ne sais pas si ça relève de meilleures écoles primaires, de meilleures méthodes d'enseignement, de meilleures écoles secondaires, mais je me réjouis de voir que maintenant, lorsque je demande
à des étudiants, des candidats des postes d'auxiliaires de recherche d'écrire 4 ou 5 pages sur la raison qui les intéresse, pour lesquelles le projet les intéresserait, ben, je me réjouis de voir que c'est plus intéressant.